Croisés de Giran. Si les croisés d'Akshi comptaient sur une puissance de feu supérieure pour réduire leurs ennemis en cendres, leurs camarades de Giran, dans l'éternel renouveau, préféraient placer leur foi dans le poids du nombre et dans le lien intuitif avec la nature dans laquelle ils combattaient. Les étendues sauvages envahies par la végétation des royaumes de Jade n'était pas un lieu de promenade. Dans le bois de sombre écorce et les autres grandes forêts de Verdia vivaient d'innombrables ennemis, cachés dans les feuillages, imbibés de pluie et les fûts noueux d'anciens chênes-fer. La maréchale Thoriane se souvenait bien du sort de la croisade maudite, 20 ans dans le passé, annihilée par des bêtes difformes des bois. Leurs dépouilles écorchées, empalées à la vue de tous le long de la foulée de l'Aïgaïl. Elle refusait de faire connaître le même destin à ses forces. Amerol-Gira n'avait jamais joui de la même puissance industrielle ou des mêmes liens avec les sous-défers que sa cité jumelle. Par conséquent, elle ne déployait pas autant d'armes ou de machines de guerre que la croisade d'Akshi. Cela ne signifiait pas que la maréchale Thoriane manquait d'artillerie. La formation castellaine était efficacement employée par ses forces, même dans les méandres enchevêtrés des forêts de Verdia. Les grands canons tiraient de la mitraille qui déchiquetait les attaquants en même temps que la verdure. Mais Thoriane préférait une approche adaptable, basée sur de l'infanterie, confiante dans les effectifs à sa disposition, hérités de la population de Amerol-Gira et de sa capacité à lever de nouvelles armées en un clin d'œil. La maréchale déploya habilement ses vastes réserves de hommes-fer et de fusillés, dépassant les 8000 hommes, pour submerger ses ennemis ou lancer des contre-attaques soudaines menées par un contingent d'1 millier de cavaliers des guildes franches surnommés la Lance de Jade. Ces déploiements complexes étaient soutenus par ces précieuses formations du corps d'éclaireurs, des pionniers vétérans qui rapportaient un flot constant d'informations sur les mouvements et les intentions de l'ennemi collaborant avec les conclaves Angelos de Tornus. Mais le meilleur atout d'Issilla Thoriane était sa cohorte de sorciers de Jade, le fameux cercle de Vertunique. La maréchale elle-même avait failli intégrer la collégiale des arcanes, car elle descendait d'une longue lignée d'éminents mages. Mais le service militaire avait toujours été son premier choix et elle ne le regrettait pas. Toutefois, elle profita volontiers de ses liens avec les druides, orateurs sylvestres et équinoxiens des plus érudits de Amerol-Gira. Leur expertise s'avéra inestimable lorsque des pluies d'Alariel balayèrent Verdia, provoquant une croissance sauvage là où elle tombait. Toute graine tombant dans la bouche d'un fusil pouvait croître jusqu'à obstruer le canon et le rendre inutilisable. L'armure rouillait ou finissait tellement trempée que son porteur ne pouvait plus bouger. Et bien sûr, là où les pluies de Nurgle avaient l'ascendant, la maladie et la putréfaction faisaient des ravages. Le cercle de Vertunique puisa dans les connaissances collectives de ses membres pour résoudre ces problèmes du mieux possible pour permettre à l'expédition de bien protéger. Le déluge. Le duel diluvien continue de changer de pan entier de Verdia en marais détrempés et puants. Des dizaines de places fortes ont été abandonnées, car même leurs fortifications physiques et magiques ne suffisent pas à repousser les inondations saumâtres. L'Alliance tendue. Les Sigmarites et les Sylvanettes sont les ennemis jurés du dieu de la peste, Nurgle,
et des forces du chaos. Mais leur alliance n'est pas toujours heureuse. L'expansion rapide du dieu roi et la pollution produite par des cités comme Merveille d'eau grise inquiètent la reine éternelle. Mais pour l'instant, elle convient que le bien général nécessite confiance et coopération. Tous ses enfants n'en pensent pas autant. Amerol Gira. Considérée comme la corne d'abondance de l'empire du dieu roi, la grande cité de Amerol Gira est bien plus qu'une simple gigantesque capitale agricole. Pendant de nombreuses années, elle s'est défendue contre les intrusions de la corruption de Nurgle et la croissance infinie du royaume de la vie. Ses armées mortelles populeuses et bien approvisionnées excellent dans les combats au milieu de la végétation. Gueule qui crogne. La plupart des mâches-fers se contentent de faire la guerre à pied, mais au sein des clans guerriers, certains savourent le frisson de charger au combat au sommet d'une monstruosité féroce et colossale, et de balayer leurs ennemis comme sous l'effet d'un ouragan. Les ruées de Gueule qui crogne, l'une des forces prépondérantes de Gur, ont aplani des paysages entiers et provoqué l'effondrement de bien des montagnes. De nombreux Oruks considèrent ces créatures comme la progéniture légendaire Défense qui brise, un dieu animal porcin fait de glace et d'agressivité qui servait jadis de destrier à Gorka Morka. À l'instar des Oruks, les guerriers qui crognent sont des brutes convaincus de leur invincibilité qui fonceront dans n'importe quel obstacle en dépit de sa solidité jusqu'à ce qu'ils cèdent sous leurs assauts. Plus d'une warag a été écourtée lorsqu'une masse de suidés s'est écrasée dans les peaux vertes, projetant les Oruks dans les airs et réduisant les autres en bouillie. Ces scènes de carnage laissent une marque indélébile sur l'esprit des mâches-fers qui ont survécu, à tel point ils se prennent à rêver au merveilleux carnage qu'ils pourraient semer en étant juchés sur de tels monstres. Gueule qui crogne avec équipe de hacheurs. De temps à autre, une bande particulièrement audacieuse parvient à arrêter un Gueule qui crogne, souvent en se jetant sur l'une de ses bêtes depuis le bord d'un canyon pour atterrir sur son dos. Tandis que la créature se débat, blessant de nombreux Oruks au passage, ou le plus souvent des malheureux grottes forcés à accomplir ce genre de tâches ingrates et dangereuses, d'autres mâches-fers s'empressent d'entourer ses flancs de larges chaînes et de lui sangler la hure d'un épais harnais. L'Oruk, le plus gros et le plus fort, s'arroge alors la place au sommet, tandis que les autres s'enchaînent sur des plateformes en fer de chaque côté du harnais. À mi-chemin des mâchoires et de la croupe du monstre, une position précaire mais relativement protégée. C'est ainsi qu'un Gueule qui crogne se retrouve associé à une équipe de hacheurs, engendrant ainsi l'une des machines de guerre les plus redoutables de tout l'arsenal des mâches-fers. N'importe quel mégaboss conçoit l'intérêt de disposer de ces monstruosités au sein de la bagarre, et de les utiliser pour fracasser un rempart ou dévaster une ligne de bouclier particulièrement coriace. Après avoir tiré sur les chaînes du Gueule qui crogne et guidé sa monture vers un groupe d'ennemis le plus proche, le Durboy perché sur la bête ne peut plus faire grand-chose pour ajuster sa trajectoire, et se contente de tailler à tour de bras avec une paire de qui-coupes. Pendant ce temps, les membres de son équipe font tournoyer leur qui-coupe qui tue, tandis que la charge frappe sa cible avec tant de force qu'elle peut traverser l'acier aussi facilement que la soie de feu Akshienne. Creveur sur Gueule qui crogne. Un grand nombre d'Oruks désireux de capturer leur propre Gueule qui crogne chevauchent déjà l'un de leurs cousins, une créature plus petite mais tout aussi agressive.
Connus pour leur masse de subtilité, ces grogniers-tripes, comme ils se font appeler, jettent leur monture écumante dans tout ce qu'ils croisent, écrabouillant et éventrant leurs victimes dans une frénésie démente. De fait, les tactiques qu'ils emploient pour tenter de débourrer un gueule qui crogne sont tout aussi brutales. Sautant sur son grogneur, l'Auroch dirige sa bête vers un gueule qui crogne, conscient que sa monture est bien trop belliqueuse pour reculer devant n'importe quel adversaire aussi gigantesque soit-il. Dans un impact fracassant, les deux créatures se percutent, et, inévitablement, le plus petit des deux est pulvérisé, à condition qu'il n'ait pas été écrabouillé dans la collision. Le cavalier effectue alors un vol plané et tente de se raccrocher à la fourrure ou à une excroissance osseuse du gueule qui crogne, afin d'atterrir sur son dos. Inutile de dire que le taux de réussite de cette manœuvre n'est pas très élevé. D'ailleurs, les mâchefers, en mal de divertissement, se régalent de ce genre de spectacle et hurlent de rire lorsque les aurochs sont précipités contre les rochers ou les parois de falaise, quand ils ne sont pas dévorés par leur proie. Cependant, les rares aurochs ayant survécu à cette pratique démente peuvent se vanter d'avoir dompté l'une des bêtes les plus redoutables de Gour. Ces glorieux cavaliers se rassemblent alors en bande, savourant la puissance de leur destrier quand ils déferlent sur l'ennemi tel un raz-de-marée de chair croûteuse et de crins puants. Quand ils ne se cramponnent pas à leur monture, ces robustes champions manient une paire de qui-coupes, avec une insouciance téméraire, fauchant les silhouettes floues de l'ennemi, alors que leur gueule qui crogne se rue à travers le champ de bataille.